Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bonjour à tous, bienvenue dans Destin de femme. Il incarne une élégance discrète, une sensibilité à fleur de peau et puis un regard humain sur les complexités du monde. Comédien, scénariste et réalisateur, Pascal Elbé a su imposer une œuvre profondément sincère entre humour tendre et drame social, sans jamais perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire l'humain. Aujourd'hui, dans Destin de femme, nous avons l'honneur de recevoir un homme à l'écoute, pour qui les femmes ont toujours été des sources d'inspiration, de réflexion, parfois de mystère, mais toujours de force. Pascal Elbé a grandi entouré de figures féminines fortes, à l'écran comme à la vie. Il leur rend hommage sans emphase, mais avec beaucoup de justesse. Il nous parle de ses racines, de sa mère, de ses rencontres artistiques, de ses amours, de sa paternité, et de ces femmes qui, dans l'ombre ou bien dans la lumière, ont influencé son chemin d'homme. Pascal Elbé, bonjour. Un beau portrait, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Destin de femme. Alors, première question tout de suite, racontez-nous votre enfance. Alors, j'ai grandi au sein d'une famille qui était entrée quelques années plus tôt en France. De quel pays? D'Algérie? Voilà. Et j'ai grandi en Alsace. Mon père était cheminot, travaillait à la SNCF. Et donc, j'ai grandi en Alsace. Et puis voilà, à l'âge de 16-17 ans, j'avais envie de voir la ville lumière. Je sais que c'est là-bas que ça se passerait. J'avais envie de faire ça. En fait, j'ai eu la vocation assez tôt, vous savez. De faire quoi? La réalisation? Du théâtre. Au départ, théâtre? c'était du théâtre. Et donc, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais évidemment à Strasbourg. Je suis toujours attaché d'ailleurs à Strasbourg, à sa communauté, à sa richesse culturelle. Il y a un truc quand même là-bas. Mais c'est vrai que j'étais un peu seul. C'est en arrivant à Paris que je me suis un peu retrouvé, que même, oui, même par rapport à mes racines. Oui. C'est en étant à Paris que j'ai pu un peu renouer avec ce que... À quel âge vous êtes arrivé à Paris? J'avais 18 ans. Ouais, très jeune. J'ai eu mon bac, je suis parti tout de suite, j'ai même pas été le chercher. Ouais. Vous êtes arrivé très jeune. Votre mère, quelle place elle occupait dans votre vie? C'était la mère juive? Elle occupe... Non, c'est pas la mère juive. Elle est très respectueuse de mon autonomie, de mon indépendance. Et de toute façon, c'est comme ça. Mais elle occupe une place... prépondérante. Ah bah, oui. Je pourrais pas jusqu'à primordial, on va dire encore que c'est encore... il est pas guéri de sa mère? Il est pas guéri, mais d'abord, non, je vais vous dire, j'ai une mère qui a été toujours un partenaire pour moi, dans ma réflexion, dans la façon de m'accompagner, avec beaucoup de sensibilité et d'intelligence, et aujourd'hui encore, c'est un partenaire parce que tout ce que j'écris, tout ce que je fabrique, en fait, ça passe aussi par elle, c'est mon regard. J'aime lui envoyer quand on me propose des scénarios, des pièces de théâtre, elle les lit toujours avec moi. Et ses notes sont très... Elle vous inspire, en fait? Oui, elle m'inspire, puis elle a un regard qui m'accompagne, qui m'aide. C'est-à-dire que quand elle me fait des retours sur un travail d'écriture en général... Vous prenez en considération? À 100%. Ouais. Quelles sont les femmes qui vous ont marqué dans votre vie? Ma grand-mère. On va démarrer déjà par ma grand-mère. Mes deux grand-mères, d'ailleurs, paternelle et maternelle. J'avais une grand-mère maternelle qui était d'origine espagnole et qui était qui incarnait un peu la figure de l'autorité dans ma famille maternelle. C'était un peu elle la patronne, une femme. Oui. Et ma grand-mère paternelle, c'était différent, elle avait plus dans le patriarcat. Mon grand-père, je crois, était quelqu'un d'assez dur, et c'était, je crois, une femme qui était un peu parfois maltraitée. Oui. Donc si vous voulez, par la suite, ça a conditionné évidemment mon regard sur les femmes, mon rapport, j'allais dire, à l'autre, avec les femmes, sur le pouvoir que peut avoir une femme aussi, sur la fragilité que aussi peut avoir une femme. Donc j'ai toujours associé ces deux pans-là. Pour moi, c'est constitué de ce que peut être une femme par la suite. Donc c'était important. Oui. Elles ont façonné mon regard. Il y en a d'autres qui vous ont marqué? Bien sûr qu'il y en a d'autres. Je rends hommage aussi à toutes les femmes qui m'ont employé, à toutes les réalisatrices, les metteurs en scène qui vous ont fait confiance, donné confiance, qui m'ont parfois aussi poussé. J'ai aimé être porté, j'ai aimé être accompagné de façon générale, par le regard des femmes. Évidemment. Oui. Et cette culture juive là dont vous parlez, qu'est-ce qu'elle vous a transmis justement à travers les figures féminines? Encore une fois, c'est pas ma culture qui me l'a transmis, c'est ma mère.
je crois, ma mère. C'est ma mère qui m'a appris à respecter, on va dire, les femmes. Et c'est vrai que, à travers ma culture, comme je suis quelqu'un de gourmand, vous savez que ça passe aussi par l'art de la table, et je respecte aussi les femmes parce que elles gâtaient mon ventre, elles chérissaient ce que j'avais dans le ventre. Alors vous aimiez quoi, par exemple? Elle vous faisait quoi qui vous faisait plaisir? Chez nous, tout ce qu'on aime. Vous savez, après, nous, c'est notre culture d'Algérie, mais ce qu'on appelait les bestelles, vous savez, c'est des petites choses, c'est comme des espèces de petits beignets, voilà, les bestelles à la viande ou aux pommes de terre, mais on en parlait avec un copain, tous ces plats traditionnels, la chamba, la loubia, et puis là, ce qu'on appelait ma grand-mère, elle faisait de la calentita. Vous savez, c'est comme de la galette de pois chiche, oui, un peu bon, l'équivalent de la soca à Nice. Tout ça, c'est toutes, parce que je les retrouve plus aujourd'hui, ou très rarement. Ça, c'est toutes mes madeleines de Proust. Et quand on est baigné dans cette culture, on a plein de petites madeleines de Proust, parce que c'est quand même une culture qui apprend à nous envelopper, à nous aimer, avec beaucoup de bienveillance. Moi, je suis très... oui, je veux dire, je suis très heureux d'avoir eu la chance de baigner dans une culture et dans cette culture. Oui, oui, oui. Alors, j'aimerais qu'on parle de votre premier rôle au théâtre ou au cinéma. Vous nous en parlez? Alors, mon tout premier rôle au théâtre, on laisse tomber le côté amateur à Strasbourg d'une première pièce que j'avais jouée de Jean-Jacques Barougeant. Mais ma première pièce de théâtre à Paris, c'était mon premier engagement professionnel après les cours de théâtre. C'était une pièce de Pierre Dac, une pièce satirique qui s'appelait Phèdre à repasser. Sympa. Et ça a été ma première, c'était formidable d'ailleurs. C'était un théâtre qui s'appelait le Tintamarre, qui était le premier Splendide en fait, du théâtre du Splendide. Et c'est là mon premier pas dans le métier professionnel. C'est lui qui vous a donné là pour cette première chance. En fait, comment ça s'est passé? Vous savez, on est au cours de théâtre et là on est plein de provinciaux. On est comme des lapins dans les phares. On a besoin de se rassurer, on a besoin d'exister. On n'est pas encore des Parisiens, on n'est pas encore adoubés par le petit milieu germano-pratin. Et du coup, tous ces provinciaux, on est 4-5 et on décide de monter notre petite troupe. On écrit une pièce de théâtre. D'abord, on se rencontre tous sur Phèdre à repasser, au Tintamarre. On décide de continuer l'aventure. Et là, on écrit, on fait 2 pièces de théâtre qui s'appelaient Charité bien ordonnée, qui a eu du succès, beaucoup de succès. Et après, on a fait une pièce qui s'appelait Touben, qui est devenue un film pour le cinéma. Le film n'a pas marché, ça a été la fin de cette équipe, mais c'est normal, hein, une troupe doit s'arrêter à un moment donné. Mais donc, j'ai eu, on va dire, cette émulation m'a aussi conduit. Parce que seul, dans la vie, et encore moins dans ce métier, pas facile. Alors que là, on était ensemble dans une émulation d'écriture, on écrivait ensemble, et finalement, l'écriture m'a accompagné tout le temps. Il y a des acteurs et des actrices qui vous ont influencé dans votre carrière? Oui, j'en ai cité Bakri, parce que Bakri écrivait, et avec Agnès Jaoui, ils écrivaient évidemment très bien. C'était à la fois intelligent et divertissant. Et ça se voulait pas absolument dans l'efficacité comique ou dans la dramaturgie sociale. Non, ils écrivaient, il y avait quelque chose de sincérité, il y avait une petite chose aussi de révolte, en colère sur le regard qu'ils portaient à la société. Tout ça m'a accompagné quand j'étais plus jeune, en fait. Un jour, je le dirai à Agnès, mais c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup influencés, mais avant eux, le Splendide, qui nous a aussi ouvert une écriture très moderne dans la comédie. Mais bon, il y en a tellement vous savez, il y a tellement de modèles à suivre dans ce métier, parce qu'ils ont pensé, parce qu'ils sont... regardez même le cinéma pendant la guerre. Récemment, je parlais beaucoup des Enfants du Paradis, ou à l'intérieur même des Enfants du Paradis, à ceux qui ont résisté, qui sont pour nous des modèles, qui ont su aussi apporter ce combat dans leur travail. Et donc, me dire qu'on est là pour divertir, faut pas l'oublier, faut pas se prendre, je crois, au sérieux, faut pas penser qu'on a un avis éclairé sur toutes les choses, mais quand même, faut pas oublier qu'on est quand même là pour défendre aussi un peu une certaine idée de... Vous savez, quand je veux, par exemple, à la Comédie Française, quand je vois des spectacles, c'est les Gardiens du Phare, c'est l'excellence. On voit des spectacles, je me dis, tant qu'il y a ça, tant qu'il y a cette excellence-là dans notre métier, nous sommes préservés. C'est important. Bien sûr, bien sûr. Et vous êtes aussi scénariste. Comment vous construisez vos personnages féminins? Je les construis pas. C'est un peu particulier. Vous savez, moi, je parle d'une histoire, d'une situation, et après, je construis ma dramaturgie avec évidemment, ça m'aide aussi d'avoir des notions aussi de psy, parce que
j'ai vécu longtemps avec une psy et que la psychologie des personnages, ce qu'ils sont à l'intérieur, vous aide aussi à faire avancer une intrigue et à donner un enjeu. Pour autant, quand j'écris une femme, je me dis pas j'écris pour une femme, j'essaie d'être en empathie immédiatement avec ce qu'elle pouvait ressentir, femme ou homme. Là, mon prochain film, j'en ai un qui va sortir là, au mois de novembre, mais mon prochain que je suis en train de développer, oui, c'est le hasard voulu que ce soit le portrait d'une femme qui était la première femme médecin en 14 dans les tranchées. Ce qui m'intéresse, c'est son parcours. Évidemment que ça parle de sororité, on parle du combat des femmes à l'époque, et un combat encore aujourd'hui que je défends totalement, pas dans sa radicalité, parce qu'elle devient inaudible. Nous cliver les hommes par rapport aux femmes, je déteste ce discours et c'est hystérique. Pour autant, quand on s'appelle Gisèle Halimi et qu'on grandit dans un milieu très patriarcal en Tunisie, évidemment qu'il faut exister. Pour exister, faut épouser le féminisme. Donc je pense, un féministe de la première heure, pas de la dernière heure. Pas de la dernière heure, peut-être. Diriger une actrice, est-ce que c'est une expérience difficile que de diriger un acteur? Non, diriger une actrice, on est aussi dans un rapport un peu de séduction, mais évidemment de séduction professionnelle. Non, c'est la même chose. C'est encore une fois diriger un homme ou une femme. Si au fond on sent qu'il y a quelque chose à aller chercher, s'il y a une résonance aussi avec ce que vous êtes, ce que vous pensez, on a envie qu'elle fasse partie de notre famille. Moi, j'adore diriger les acteurs, j'adore les accompagner parce que je les aime, parce que je les respecte, parce qu'avant de les choisir, je suis leur premier fan parfois aussi, et c'est vrai que je fais pas ce distinguo. Pour autant, moi, je prends beaucoup de plaisir sur mon avant-dernier film quand j'ai travaillé avec Sandrine Kiberlin. Il y avait à la fois Sandrine Kiberlin, il y avait l'autre génération, c'était Marthe Villalonga, puis il y avait Valérie Donzelli, il y avait Emmanuel DeVos. Elles ont quand même quelque chose en commun. Elles ont cette intelligence de la vie par rapport à ce métier, mais par rapport à la vie. Je pourrais les écouter parler des heures. Elles sont justes, elles sont dans le vrai. Et Sandrine Kiberlin, elle a un regard, elle porte un regard qui est tellement juste, qui est pas du tout dans l'hystérie du moment. Et elle est tellement femme aussi. Oui, l'accompagner sur le temps d'un tournage déjà, ça m'a rendu ça m'a éveillé davantage et ça m'a rendu moins bête. Quelle actrice vous a le plus bouleversé dans votre carrière ou sur un tournage? Non, je dirais que je suis bouleversé par le parcours du combattant d'une actrice. Quand une actrice, par exemple, vieillit, le regard que posent les hommes sur elle, c'est comme au scrap, ça compte double ou triple, parce que on pardonne moins aux femmes de vieillir qu'aux hommes. Et c'est encore une réalité. Moi, j'ai connu et je connais encore des actrices qui sont des actrices, on va dire dans leur dernière ligne droite, et elles me bouleversent parce qu'elles restent dans cette dignité, elles restent dans cette, j'allais dire, dans ce désir de l'autre encore. Alors, la soif, elle est pas épanchée. Elles sont encore là, elles ont plein de vie, plein d'envie, pardon. Et parfois, on leur rend mal et on n'est pas d'une politesse extrême avec ces femmes qui nous ont fait rêver. Une femme, moi, qui me fait rêver, vous savez, c'est dans l'œil. J'ai travaillé avec des actrices qui auraient pu être ma mère ou ma grand-mère. J'ai fait un film avec Françoise Fabian où on a une histoire d'amour, alors qu'elle peut être largement mon aînée. Mm-hmm. Mais dans l'œil, on voit une femme, on voit la femme qu'elle est, et on voit la femme qu'elle a été. Et dans l'œil, on voit toujours cette femme. Et cette femme-là, elle est bouleversante. C'est difficile, cette idée de jeunisme encore dans la société, surtout pour les femmes. Oui, alors parfois, on est aussi son propre ennemi. Il faut pas avoir peur. Encore une fois, c'est à travers ses choix qu'on fait dans le métier. J'ai aimé sur ce film En effet pour s'entendre que finalement on partage le même âge avec Sandrine Kiberlin, que j'avais pas besoin de me rassurer en prenant quelqu'un qui avait forcément 20 ans de moins. Et pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a pas encore une fois, il faut arrêter de normer les choses. On peut tomber fou amoureux d'une femme plus jeune ou plus âgée. Moi, la mère de mes enfants avait 9 ans de plus que moi, et ça a duré 20 ans. Oui. Ouais, Est-ce que c'est important, selon vous, de montrer des femmes imparfaites, qui sont complexées? Est-ce que vous montrez les femmes dans leur totalité? Oui, dans la mesure du possible. Mais oui, évidemment. Moi, j'adore la littérature, j'aime lire. J'ai vu des portraits de femmes. Vous savez, c'est très français parfois aussi.
cette injonction au jeunisme et à rester intact. Et oui, il y a plein de, quand vous regardez, il y a un cinéma qui vient d'Italie, qui vient d'Espagne. Regardez les femmes qu'elles sont représentées. Parfois, elles sont beaucoup plus proches de votre voisine de palier que de la star. C'est ça. C'est cette représentation qu'on doit faire et qu'on doit expliquer aussi à nos enfants. Mais ça passe par le respect d'abord, le respect de l'autre, et après le respect de la femme, des hommes. Mais évidemment, il faut quand même se dire qu'on va passer par là, qu'on va nous aussi vieillir. Ben, il faut pas qu'on fasse ce qu'on n'aimera pas qu'on nous fasse. Et encore une fois, quand on a de la culture, quand on a du théâtre, quand on a vu des actrices qui nous ont fait rêver, avec leur autorité, avec leur façon de penser, d'être, de se tenir, il n'y a plus de question d'âge, il y a une question d'éveil au monde, il y a une question d'intelligence. Évidemment, une femme, elle peut être très très séduisante si ce qu'elle dit vous renverse, si son regard vous déstabilise. C'est une femme. Oui. On va parler d'amour. Quelle place l'amour a occupé dans votre vie d'homme et d'artiste? J'ai pas été un homme passionné. Vous avez jamais connu la passion? Si, non. Et je voulais que je vous dise, non. Parce que vous savez que la passion, ça peut être aussi destructeur. D'ailleurs, c'est souvent destructeur. Mais c'est vrai que le palpitant qui bat la chamade sur un quai de gare pour attendre, c'est pas des sentiments que j'ai connus. Je suis assez cérébral. Et pour m'attacher à quelqu'un, j'ai besoin d'écouter ses silences, de l'écouter, j'ai besoin de passer du temps, et si tout d'un coup cette personne me correspond, je peux devenir très amoureux. En tout cas, je peux l'aimer. Oui, oui. Mais je suis plus quelqu'un qui aime que quelqu'un qui est amoureux par pudeur. Et c'est assez pénible pour l'autre, même si elle m'écoute. Celle qui en croisait mon chemin me dit, bah, c'est sympa pour nous. Mais le fait est, c'est que après j'ai des sentiments qui peuvent durer peut-être plus longtemps, mais je suis pas quelqu'un qui va traverser une place publique pour et qui peut avoir un coup de foudre, quoi. C'est pas votre style. Non. Et vous avez été transformé justement une fois que vous dites, ben c'est la bonne personne. Est-ce que ça vous transforme? Non. Vous restez le même. J'adore ce que je suis et que dans ses yeux je puisse continuer à être ce que je suis et ce qu'elle est elle. Après une femme peut me faire pousser des ailes, peut me conforter, et le matin de me dire qu'il y a quelqu'un qui pense à moi et qui m'aime, ça, évidemment que je me sens plus léger, je suis sensible à ça. C'est fondamental, on a besoin d'amour. Moi j'aimerais être aimé d'abord par les gens qui m'ont élevé. Et vous préférez aimer ou être aimé? Ah, la question. Camus disait aimer. Évidemment que aimer c'est formidable, mais aimer sans être aimé c'est terrible. Alors si vous devez faire un sacrifice, si je suis égoïste, je vous dirais être aimé, mais non, en fait, ça doit être formidable d'aimer en espérant que ce soit réciproque et qu'on ait aimé en retour, mais oui, je dirais aimer. Vous avez déjà eu une rupture douloureuse? Oui. Le deuil amoureux? Oui. Oui, évidemment que le terme n'est pas trop fort, parce que le deuil amoureux est parfois beaucoup plus douloureux qu'un deuil. Un deuil amoureux, le lendemain on retourne au bureau, on n'a pas un curé, un rabbin, un prêtre qui nous aide à passer le cap, ni un avocat parfois qui nous aide. On est seul dans sa peine. Et le deuil amoureux, non, le terme n'est pas trop fort, parce qu'on ne peut pas tourner la page, la personne est encore là, présente, pas loin. C'est très violent, et je pense que oui, mes plus grandes peines ont été des peines de cœur. Mais vous êtes un sentimental, vous. Ben, en fait, je ne pensais pas. Je déteste le sentimentalisme. De ce que j'entends, vous êtes un sentimental, quand même. Ouais, peut-être. Ouais, ouais. Et vous avez déjà fait souffrir une femme sans le vouloir? Oui. De dire l'inverse, ce serait terrible. Ouais. Mais je ne l'ai jamais voulu. Et j'ai toujours... alors, on va dire que je suis souvent resté en très bons termes avec les gens que j'ai croisés. Les femmes que vous avez croisées. Mais vous êtes quel genre d'homme dans un couple? Je suis facile. Facile? Ouais, je peux être pénible parce que je suis vite dans la lune. Je suis un poisson, vous savez. Donc je peux vite être un peu ailleurs et tout. Mais je crois pas être... Je suis aussi assez... Je suis pas exclusif, mais j'ai des amis et j'aime plus qu'on rentre dans ma vie que d'entrer dans une vie que je ne connais pas. Ouais. Enfin, c'est pas facile pour l'autre. Mais je suis riche d'amis. D'amis I et d'amis IE. Je suis riche de tellement d'amis, de quelques amis et de quelques copains, que j'ai beaucoup de chance. Et
pas vrai, je veux le faire partager à l'autre. Mais non, j'espère ne jamais avoir fait pleurer vraiment une femme. Sans doute, je l'ai dû le faire quand j'ai quitté quelqu'un, parce que parfois on quitte, mais je supporterais pas l'idée de jouer avec quelqu'un et de la faire souffrir à dessein ou volontairement. Alors maintenant, vous êtes père. Est-ce que le fait, cette paternité, ça a changé le rapport que vous avez avec les femmes? Non, encore une fois, ma maman, ma mère et mes grands-mères m'ont montré le chemin de ce que doit être, ce que pourrait être une femme. Non. Et après, quand on est père, je crois que les enfants que j'ai élevés, et c'est peut-être une des seules petites fiertés qu'on peut avoir, je les ai vus les trois, je connais pas leur intimité totale, mais je les ai vus quand même bien parler, respecter beaucoup les femmes. Oui. Ça, c'est aussi une source de petite fierté. Je le dis pas parce que je suis devant vous, mais moi, je trouve que les femmes... Vous savez, le combat, on le fait aussi à travers son métier. Parfois, dans mon premier film, quand le maire de la ville décide que ce soit une femme, c'est pour leur donner ce pouvoir-là. J'ai le choix de choisir entre un homme et une femme. Bien sûr. À tous les niveaux. Ce combat, il intervient même dans son écriture. Et je me dis, dans mon premier film, Tête de Turc, ces portraits de femmes entre Ronnie Telkabet et Valérie Benguigui, ce portrait de femmes, de mères seules, sans leurs, qui doivent élever seuls leurs enfants. Tout ça, pour moi, c'est des thèmes et c'est des histoires que je pourrais raconter à l'infini. Je suis ému par les femmes. Je suis ému par les femmes. Ouais. Alors, on va parler de votre engagement. Vous êtes un homme discret, mais engagé. Quelle forme prend cet engagement? Pour moi, ma seule arme, c'est mon métier. Vous savez, j'ai pas aimé tellement. Nous, on habite la culture de la pétition. Ça me fait penser à des moutons. On signe, on sait pas qui est derrière tout ça. Il y a quelque chose qui me dérange dans la culture des bougies allumées, vous savez, de ce travail de mémoire qui est important. Oui. Mais il doit s'accompagner par des actes. Et je n'aime pas tellement, parfois, quand des saltimbanques, des clowns, comme je les appelle, comme moi, je n'aime pas tellement ce qui s'est passé d'ailleurs à Cannes. Je n'aime pas tellement quand on prend en otage un peu notre public pour en faire un discours politique, parce que je suis pas sûr qu'on soit à la meilleure place pour le faire. Et je me demande, moi, je m'interroge, je me dis souvent, il faut qu'on apprenne à rester à notre place. Notre combat, on le fait à travers nos films, nos histoires, nos pièces de théâtre, nos bouquins. Si on a quelque chose à dire ou à défendre, c'est à l'intérieur de ça. Oui. C'est trop facile de mettre un voile à Cannes. J'aurais préféré qu'on l'enlève à Téhéran. Et je trouve ça, tout d'un coup... hors propos. Hors propos. Totalement hors propos, et puis tellement facile et tellement, on va dire, dans une vision tellement unilatérale de la vie, pas sans nuance. Bah oui, je me dis, dans ces cas-là, je préfère qu'ils ferment leur bouche, qu'ils parlent pas, plutôt que de mener ce combat. Vous savez, on fera pas de politique, mais aujourd'hui, il y a quand même toutes les raisons pour se tondre la tête quand je vois qu'il y a 3-4 ans, on s'est coupé une mèche de cheveux pour venir en soutien aux femmes iraniennes. S'il y a des femmes qu'il faut défendre aujourd'hui, je pense aux Afghanes, aux Iraniennes, c'est elles. Et il n'y a personne qui va faire des vidéos pour se couper les cheveux, non, on préfère mettre un voile à l'ouverture du festival de Cannes. Moi, je trouve ça totalement consternant. Oui, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, le féminisme, aujourd'hui? De la crainte. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on pousse le curseur trop vite, trop fort. Je trouve que ce féminisme-là n'a pas répondu présent après le 7 octobre, quand on a découvert qu'il y avait des femmes qui avaient été suppliciées. Je ne les ai pas entendues. Quand je découvre que ce féminisme de façade oblige des femmes dans Paris à être exfiltrées et protégées parce que elles présentent le défaut d'être juives ou iraniennes, ce féminisme-là est zéro. Il est nul, il est non avenant, il est absolument inaudible. Mais le féminisme, aujourd'hui, a besoin parfois, pour se faire entendre, d'une certaine forme de radicalité, pour revenir à quelque chose de plus. Mais on en avait besoin. On avait besoin que parfois cette voix soit portée un peu trop forte. Quand c'est trop fort, pour moi, j'appelle ça du terrorisme et du chantage, je ne peux pas. Oui. Mais pour autant, il faut voir d'où on vient. La parité, il y a très phallocrate. Il fallait quand même qu'à un moment donné, on bouge les lignes. Pour faire ça, parfois, c'est des amis féministes qui m'ont expliqué qu'il fallait faire des dommages collatéraux. Moi, ça me pique quand on me dit ça me pique les yeux, mais je comprends que par rapport à regarder, quand j'ai vu le documentaire s'il y avait sur Quentin et le traitement qui avait été fait à l'époque de cette affaire, je me dis quand même, on a progressé. Moi, dans mon métier, il y a beaucoup plus de femmes qui réalisent, qui sont dans les équipes.
qui travaillent, on s'interroge davantage avant de leur donner un rôle de soubrette. Donc je me dis, bah, quand même, c'était donc nécessaire, indispensable. Parfois, je me trouve un peu orienté, hystérique. Et votre regard sur les femmes, il a évolué avec le temps, en prenant un petit peu d'âge? Non. Je vous dis franchement, j'ai toujours été... je les ai peut-être un peu mieux compris, mais moi, les femmes, encore une fois, grâce à ma mère et à ma grand-mère, les femmes ont été mes tuteurs. Quand je voyais une femme qui travaille et qui amène ses mômes à l'école et qui fait à bouffer le soir, et qui, moi, j'ai toujours trouvé que c'était du travail. Je me suis jamais dit, c'est moi qui bosse et toi t'es à la maison. Non, à la maison, c'est un travail et beaucoup peut-être plus, on va dire, laborieux. Intense. Bah oui. Et qui n'entraîne pas de reconnaissance en plus. J'ai pas. Non, je Non. crois que j'ai toujours, je pense avoir un regard quand même assez juste et bienveillant sur ces femmes qui nous ont élevés. On comprend le combat d'une femme et on comprend qu'elle a aussi, elle, que 24 heures dans une journée, et puis on comprend que parfois on lui en demande beaucoup. Oui, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. On Voilà. parle de votre actu, sur quoi vous travaillez? Oui. Alors aujourd'hui, mon actu, c'est déjà accompagner un film que j'ai fait l'été dernier, qui va sortir au mois de novembre, qui s'appelle La Bonne Étoile. Un film avec Benoît Poulborne, Audrey Lamy, Zabou Breitman et moi-même. Et qui est un film qui se passe en 40 et qui racontera on va dire l'aventure ou l'épopée d'un déserteur qui se fait passer pour un juif pendant la guerre en pensant que ça l'aidera à gagner la zone libre. Voilà, donc ça va. Ça, c'est bientôt? Bientôt, c'est maintenant, là, je vais à Angoulême à la fin du mois et après tourner province. Et puis, là, je tourne une série aussi, la grosse série événements de TF1, là. Vous savez qu'il avait fait les combattantes et tout ça, que c'est sur les congés payés, qui s'appelle Été 36. Oui. Et surtout, je développe mon prochain projet. Vous allez nous le dire? Qui racontera l'histoire racontée par Cécile Chabot, qui est une romancière, prof de français, notamment, prof. Et ce sera l'histoire d'une femme qui était la première femme médecin en 1914 dans les tranchées. Et ben voilà. Une femme en rôle principal. En fait, c'est encore une femme qui va m'accompagner pendant les 2 années à suivre. Merci beaucoup Pascal Elbé. Vous nous avez livré une parole rare, empreinte de justesse, de pudeur et d'humanité à travers vos souvenirs, vos blessures, vos projets et puis vos espoirs. Vous rendez hommage à toutes ces femmes qui vous ont construit, qui vous ont aimé, parfois bousculé, mais toujours inspiré, j'ai vu et entendu. En vous accueillant dans Destin de Femme, nous ouvrons aussi l'espace au dialogue, de la réconciliation, de la transmission, parce que les destins féminins ne se racontent pas sans les hommes qui les regardent autrement comme vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans Destin de Femme. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission et rappelez-vous Pascal Elbé qui nous a parlé avec sincérité, avec un regard apaisé, qu'il porte sur le féminin avec un grand F. Merci beaucoup. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.